Rebonjour tout le monde, salam alaikum azul filawan, re-bienvenue à notre magazine Har Magazine, donc n'hésitez pas à vous abonner et suivre notre page, ça nous encouragerait. Voilà, donc nous avons entamé une série d'entretiens avec Raziqa Adnani. Donc la première partie, nous avions parlé de la réforme de l'islam et pas que. La deuxième partie, c'était sur la laïcité. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien voir, pour la visionner et donner. N'hésitez pas à commenter. Donc, vous aurez toutes les informations au niveau de la partie commentaire de cette vidéo. Et puis, pour cette dernière partie, nous allons parler égalité femmes-hommes. Raziqa Adnani, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation sur cette troisième partie. Merci à vous, merci pour votre invitation. Voilà, donc c'est dans vos livres et dans vos conférences, dans l'une de vos conférences, en tout cas que j'ai bien suivi, vous avez parlé vous avez évoqué le sujet égalité femmes-hommes, qui n'est pas forcément cantonné en Afrique du Nord, bien en Afrique, voilà, donc il est vraiment, c'est un sujet d'actualité. Allez, si je vais peut-être prendre le risque en le disant, mais c'est un sujet qui est encore présent partout dans les pays et depuis très très longtemps. Depuis le patriarcat ambiant, depuis des siècles, depuis des millénaires, hein, si j'ose dire. Vous me corrigerez sur ça. Donc l'égalité femmes-hommes, elle a évolué. Des fois rapidement, des fois pas assez, que ce soit en Europe ou ailleurs. L'égalité femmes-hommes, c'est quoi, Raziqa Adnani? C'est tout simplement l'homme et la femme font partie de la même humanité. Et s'ils font partie de la même humanité, il n'y a pas de raison que l'un soit inférieur à l'autre ou que l'un soit supérieur à l'autre. Et aujourd'hui, en Algérie, nous avons le code de la famille qui présente l'homme comme un être supérieur et la femme comme un être inférieur. Du coup, on ne respecte pas l'humanisme et l'humanité des femmes et des hommes, car l'homme qui accepte que la femme soit considérée comme un être inférieur, lui aussi a perdu un peu de son humanité. Quand on respecte sa propre humanité, on respecte l'humanité de l'autre de la même manière. Tous les hommes qui respectent leur humanité, qui ont atteint une certaine maturité dans cette conception de l'humanité, refusent que la femme soit traitée comme un être inférieur. Donc, traiter la femme comme un être inférieur montre que nous avons une société qui n'est pas évoluée. Les hommes aussi qui acceptent que la femme soit traitée de cette manière-là touchent directement aussi à leur humanité. Le problème, c'est que nous avons aussi beaucoup de femmes qui acceptent que la femme soit traitée d'une manière… J'allais vous poser comme question sur cette partie-là, c'est quand même une caractéristique quand même qui nous amène beaucoup de questions. On peut l'expliquer par la culture, l'éducation. Dès son jeune âge, on éduque la fille pour qu'elle accepte qu'elle est inférieure par rapport à son frère, on lui répète sans arrêt qu'elle est une fille, qu'elle doit se taire, qu'elle doit accepter. Aujourd'hui, les femmes en Algérie, même si elles travaillent, elles sont à l'université, elles sont juges, elles sont avocates, mais l'idée qu'elles sont inférieures et qu'elles acceptent qu'elles soient inférieures, on la retrouve chez beaucoup d'entre elles. Donc, c'est l'éducation dès le jeune âge, mais il y a aussi la religion. La religion qui est très importante, car une grande partie des règles qui concernent, des règles appelées sharia, concernent la relation homme-femme et présentent la femme comme un être inférieur et l'homme comme un être supérieur. Parfois, quand je parle de l'égalité homme-femme, on me dit mais في القرآن كاين آية كاملة يعني عندها اسم les femmes, ce qui prouve que la femme est honorée. Ce n'est pas le titre de Sora, je veux dire, pardon. Oui. Ce n'est pas le titre de Sora qui est important, ce qu'il y a dans la Sora qui est important, dans l'ayat. Et ce qui est important quand on regarde ces versets, tous considèrent la femme comme un être inférieur par rapport à l'homme. Évidemment, on peut l'expliquer. D'une part, l'islam s'inscrit dans la continuité des deux
monothéistes précédents, le judaïsme et le christianisme. Dans ces deux monothéismes, à l'époque du 7e siècle, parce qu'il y a eu aujourd'hui des évolutions, notamment dans le christianisme, même si l'égalité n'est pas tout à fait acquise, mais il y a des évolutions. Mais si on repart dans le 7e siècle, à l'époque, la femme aussi, ni dans le christianisme, ni dans le judaïsme, la femme n'avait de place. Donc l'islam, il s'est inscrit dans la continuité de ces deux monothéistes. Il faut comprendre que là aussi, la place de la femme va être inférieure à celle de l'homme. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au 7e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Donc, nous avons évolué. Et si on lit la constitution algérienne, par exemple, elle reconnaît l'égalité homme-femme. Donc, on est dans une conception où l'égalité homme-femme est reconnue. Mais le code de la famille ne respecte pas la Constitution. Pourtant, la Constitution, ce sont les lois fondamentales d'un État. Autrement dit, les lois qui sont au commencement de toutes les lois. Oui. C'est cela le sens de la Constitution. Ce sont des lois qui sont au fond et au commencement de tout le système juridique. Donc, tout le système juridique doit être conforme aux lois de la Constitution. Vous avez un système juridique et les lois de la Constitution. Il doit être conforme. Si on a un système juridique qui n'est pas conforme aux lois de la Constitution, c'est qu'il y a un grand problème. Évidemment. Un problème dans la Constitution et un problème dans la loi elle-même. Donc, nous avons des lois dans la Constitution le droit qui ne respecte pas les lois de la Constitution. D'une part. D'autre part, nous avons un système juridique qui veut organiser la société algérienne et les femmes algériennes du 21e siècle qui ont fait des études, qui connaissent leurs droits, qui connaissent les droits de l'homme, les droits humains, on veut les soumettre à des lois qui ont organisé la vie d'une société qui a existé au 7e siècle, au 8e siècle, au 9e siècle. Comme je répète toujours, il y a eu tout un travail qui a été fait aussi pour arriver à présenter cette charia, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a un problème. Il y a un problème car les sociétés évoluent et il faut aussi que les règles de la société évoluent. Il y a un grand problème sur le plan humain, comme je l'ai dit, car tant qu'on est des êtres humains et nous appartenons à la même humanité, il n'y a pas de raison que l'un soit considéré comme inférieur, car considérer un être humain comme inférieur, c'est porter atteinte à sa dignité. Et l'humanisme, c'est une philosophie qui concerne l'humain et qui considère que l'humain a une dignité qu'il faut respecter, quel que soit son sexe, sa couleur et les convictions religieuses et non religieuses. C'est un être humain, il faut qu'il soit respecté autant qu'un être humain. Sa dignité doit être respectée. Donc, la dignité des femmes algériennes, des femmes marocaines et même les femmes tunisiennes, parce que même le statut du code personnel en Tunisie n'a pas tout à fait réalisé l'égalité homme-femme. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore. Vous dites que la société n'a pas réalisé l'égalité homme-femme. Non seulement nous ne l'avons pas réalisé, mais nous sommes en train de régresser. Car si vous savez, aujourd'hui, nous avons 34 femmes seulement qui siègent à l'Assemblée nationale sur 407 députés. 407 députés, 34 femmes. Comment voulez-vous que les femmes puissent revendiquer les droits des femmes, puissent voter pour que le code de la famille soit aboli, alors qu'elles n'ont que 34 voix devant, je pense, 373 hommes. Et d'autant plus que dans notre société, les hommes considèrent que tout droit accordé à la femme est un privilège qu'on enlève à l'homme.
Hmm. Effectivement, après, j'ai juste une remarque par rapport à ça. Ben, bien évidemment, un homme peut tout à fait voter pour l'abrogation du code de la famille. Donc, je pense que le problème, il est plutôt d'une volonté politique, euh, tout simplement. Il y a une Pas volonté par rapport au politique. nombre. Oui, il y a le nombre. Le nombre est important parce que nous sommes une société traditionnaliste. Et encore si je parle du nombre, parce que l'Assemblée nationale aujourd'hui est dominée par le conservatisme. Oui. Si elle était dominée par le courant moderniste, les hommes aussi, Bourguiba n'était pas une femme, ni Atatürk n'était une femme. Mais il faut que cet homme soit un homme aussi démocrate, un homme qui est pour l'égalité homme-femme. Mais quand on est devant une assemblée majoritairement masculine et majoritairement conservatrice, évidemment, ça pose problème. Oui. Il faut savoir que la question de l'égalité, l'égalité est un principe sur lequel se fonde la justice dans la conception moderne du terme. Car si les anciens aussi ont abordé la question de la justice, s'ils ont posé aussi la question de la justice, ils l'ont conçue comme une justice qui est fondée sur l'inégalité. On peut prendre Platon. Pour Platon, dans une société, il y a 3 classes sociales. Et chacune des 3 classes est déterminée selon la nature des personnes qui constituent cette classe. Donc, chaque classe doit avoir les droits qui lui conviennent. Donc, les classes n'auront pas les mêmes droits. Aujourd'hui, à partir des siècles des Lumières, l'être humain est arrivé à concevoir une autre justice qui est fondée sur l'égalité des êtres humains, de tous les êtres humains. Et l'homme et la femme fait partie donc de cette race humaine, donc il n'y a pas de raison qu'elle fasse exception à cette conception de la justice comme on la voit aujourd'hui. Donc tout simplement, nous vivons dans une société qui n'est pas juste. C'est une société qui est injuste, car elle ne respecte pas l'égalité. L'égalité, c'est l'égalité devant la loi. Et l'égalité devant la loi, beaucoup d'Algériens, quand on parle de l'égalité homme-femme, disent non, la femme ne peut pas être un homme. Mais l'égalité n'est pas l'identité. Pourquoi l'égalité n'est pas l'identité? Vous êtes un homme. Vous avez les mêmes droits avec un autre homme. Mais vous n'êtes pas l'autre homme. Vous êtes vous et l'autre homme, c'est l'autre homme. Autrement dit, si jamais vous êtes absent, on ne peut pas dire que l'autre va vous remplacer comme si c'était vous. Vous êtes A, lui, il est B. Mais B ne peut pas remplacer A parce que vous êtes des êtres humains et les êtres humains ne sont pas identiques. Ils sont égaux, mais pas identiques. Et l'homme et la femme, c'est la même chose. Ils sont égaux, mais ils ne sont pas identiques. J'ai donné l'exemple des mathématiques, par exemple, quand on dit que A est égal à B, A peut remplacer B et B peut remplacer A, car ils sont identiques. Mais les êtres humains ne sont pas identiques. Donc, ni les hommes sont identiques parce qu'ils sont égaux, ni les femmes ne peuvent être identiques aux hommes ou les hommes identiques aux femmes parce qu'ils sont égaux devant la loi. Donc, c'est une égalité devant la loi et l'égalité n'est pas l'identité. Beaucoup, évidemment, réagissent au nom de la religion. Et là, je reviens à la religion, et je reviens à la charia, je dis tout simplement que cet argument n'est pas convaincant. Pourquoi il n'est pas convaincant? L'esclavage existe bien dans les textes coraniques. 25 versets coraniques codifient l'esclavage. Oui, aucun pays musulman ne fait référence à l'esclavage dans son système juridique. Rien dans la loi algérienne ne parle de l'esclavage. Pourtant, il existe dans le Coran. Ça a été abrogé. Ça a été abrogé, il y a 2 siècles. Entre le 19e et le 20e siècle. À tour de rôle, les pays musulmans ont dit que bon, l'esclavage est dépassé par le temps. Mais pourquoi alors on ne fait pas pareil pour la femme? Même l'Arabie Saoudite a abrogé l'esclavagisme. Oui, elle a abrogé. Et pourquoi on peut abroger certaines règles qui existent dans le Coran et on devient intransigeant quand il s'agit de la femme?
Mhm. Le châtiment de la main coupée est bien abrogé. Oui. D'ailleurs, on dit que c'est Omar ibn al-Khattab qui l'avait abrogé. On fait même les louanges de Omar de l'avoir abrogé. Mais quand il s'agit de la femme, on devient intransigeant et certains vous disent non, c'est Dieu qui a décidé. Et donc, ça doit être ainsi et non autre. Comme s'il détenait le savoir divin en lui-même. Donc, tout simplement, si dans l'abrogation de certaines règles sont permises en islam, pourquoi ne pas faire la même chose pour que les femmes puissent avoir elles aussi leur droit d'être au même niveau devant la loi que les hommes. Donc, moi, pour la question de la charia, je trouve plutôt c'est un problème de domination masculine plus qu'un problème de charia. Effectivement, ce sujet-là, on peut me ramener vers beaucoup d'autres sujets, toujours dans la partie égalité femmes-hommes. Alors, on a parlé de l'inégalité, mais on n'a pas parlé d'injustice, parce que la femme comme l'homme contribue, peu importe le sexe, à la société, en travaillant, en contribuant, etc. Donc, au développement de la société. Et pourtant, là où l'injustice flagrante, qui est justement, ce n'est pas la charia, ce n'est même pas la religion, c'est le patriarcat ambiant, il faut le dire, hein, qui fait que la femme, par exemple, en termes d'héritage, ne bénéficie pas des mêmes droits qu'un homme. C'est une injustice à ciel ouvert, hein, si j'ose dire, et qui dure depuis au moins le code de la famille. Donc, est-ce que très rapidement, je sais on peut parler pendant des heures en fait sur ce sujet-là, mais je suis juste sur cette partie héritage. Est-ce qu'on peut l'évoquer très rapidement de cette injustice? C'est exactement ce que je viens de dire par rapport à l'esclavage. Si l'esclavage a été aboli, si la main coupée a été abolie, ce châtiment a été aboli, pourquoi ne pas abolir les inégalités successorales? D'autant plus que si on revient un peu aux juristes, pas les premiers, mais Châtebi par exemple, qui dit que toute loi dans le domaine de la religion doit avoir un objectif. Et cet objectif, il doit être d'abord la préservation de la dignité de la personne, de sa santé, et qu'elle puisse vivre en préservant sa santé, sa dignité, sa religion. C'est les objectifs du juriste qu'il ne doit jamais oublier quand il pense donc à promulguer des lois dans le domaine juridique. Je pense, si on respecte ces objectifs, on doit commencer par abolir les inégalités successorales. Pourquoi? Parce que la femme souffre de pauvreté. Et la pauvreté, elle pousse aussi à, quelle que soit la personne, elle ne peut pas vraiment préserver sa santé, sa dignité dans l'extrême pauvreté. Donc, vous voyez que même si on parle religion, hein, moi je préfère qu'on parle d'abord évidemment selon les droits humains, mais c'est la religion qui bloque. Et puisque c'est la religion qui bloque, on peut parler aussi religion. Mais donc, quand on parle religion, on trouve que même la religion, la domination masculine fait oublier à beaucoup ses objectifs dont les juristes musulmans ont parlé. Alors, j'aimerais revenir à quelque chose qu'on avait parlé dans la première partie là, de notre série d'entretiens. Nous avions parlé de la réforme de l'islam et je sais que dans l'une de vos œuvres, vous avez parlé des malikites qui bloquent. Enfin, c'est peut-être un raccourci un peu, comment dire, un peu dur par rapport à notre conversation, par rapport à cet entretien. Les Malikites ont pris une position négative à l'égard de la pensée. Après, on ne va pas peut-être citer tous les courants
tous les courants, tous les courants dans l'islam. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la pensée, justement, parce qu'en fait, on revient toujours au problème de la pensée, quand il n'y a pas la pensée, quand la pensée musulmane est bloquée, ben, tout ce qui est laïcité, tout ce qui est égalité femmes-hommes se retrouve, il y a un effet domino qui fait que tout se trouve bloqué. Donc, quelle est l'influence pour vous des courants en islam par rapport à cette pensée qui bloque toute action vers une évolution et vers un progrès? La question de la pensée et de la raison. La pensée en tant que faculté de réflexion, qui a comme objectif, comme rôle, de produire de nouvelles idées. Donc, quand vous réfléchissez, quand vous utilisez votre faculté de réflexion, vous produisez de nouvelles idées. Et la raison en tant que faculté rationnelle, autrement dit, qui vous permet de réfléchir d'une manière rationnelle, d'une manière cohérente, pour éviter les erreurs et les erreurs de cohérence et les contradictions. Et évidemment, cette question s'inscrit dans l'épistémologie et comme je l'ai dit dans mes ouvrages, j'ai considéré que cette question, la question de la pensée face à la révélation comme source de connaissance, est la question fondamentale de la pensée musulmane. Merci. Autrement dit, toute la pensée musulmane est fondée sur cette question de la pensée face à la révélation comme source de connaissance. Quand je dis fondée ou fondement, autrement dit, celle qui a existé au commencement de la pensée musulmane. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu dans l'histoire de l'islam un blocage où on a essayé de mettre fin à l'utilisation de la pensée en tant que faculté de réflexion, mais aussi en tant que faculté rationnelle. Donc, on a mis fin à cette utilisation de ces deux facultés rationnelles et je voulais savoir l'origine de cette position négative à l'égard de la pensée en tant que faculté de réflexion. Et le travail, évidemment, m'a permis de déduire que le premier à avoir pris une position négative à l'égard de la pensée en tant que faculté de réflexion et en tant que source de connaissance qui produit des nouvelles idées, une source de connaissance, le premier à avoir pris une position négative à l'égard de cette pensée est Malik ibn Anas en Arabie Saoudite. Évidemment, j'explique dans mon livre que les objectifs n'étaient pas seulement des objectifs, des raisons religieuses, il y avait aussi des raisons politiques. Mais toujours, évidemment, car Malik a réagi en réalité à la position d'Abu Hanifa qui était à Bagdad et qui a déclaré qu'un juriste devait utiliser sa propre pensée dans le domaine juridique et qu'il ne fallait pas qu'il s'arrête à la révélation. C'est pour cela qu'on l'appelle Madrasat al-Ra'i ou l'école de l'opinion. Et Malik ibn Anas donc a réagi pour dire non, le juriste ne doit pas se référer à sa pensée humaine, il doit se référer aux textes coraniques, après les textes coraniques, les hadiths, après les hadiths, la tradition des compagnons du prophète, après les traditions du compagnon du prophète, les traditions des gens de Médine. Ainsi, Malik a fait de Médine un modèle de société pour tous les musulmans, afin que tous les musulmans regardent vers Médine. Et c'est pour cela que j'ai dit finalement que Malik a jeté les bases du conservatisme, du salafisme, du fondamentalisme dans le monde musulman, et dans le monde musulman sunnite notamment. Et au Maghreb, et au nord de l'Afrique, même en Égypte, le malikisme a été adopté très vite dans l'histoire du nord de l'Afrique. Et on est encore au 8e siècle quand le malikisme a commencé à se propager au niveau de l'Afrique du Nord.
notamment chez les Berbères, que ce soit les Berbères berbérophones ou Berbères arabophones. Donc, le malikisme n'a pas permis à ces populations de valoriser la pensée, de valoriser l'humain, la pensée, l'intelligence. C'est pour cela que les Berbères, et je parle des Berbères comme Berbères arabophones, Berbères berbérophones, car je considère que les arabophones sont des Berbères arabisés. Donc, oui, parce que certains, quand je parle de berbérophones, ils pensent que j'exclus les arabophones. Non, je ne les exclus pas. Je considère que ce sont des berbères arabisés. Donc, ces berbères, au 8e siècle, ont adopté une théorie plutôt qui est de nature plutôt conservatrice et fondamentaliste et salafiste. Et après Malik, il y a eu Ibn Hanbal, évidemment, en Irak, mais Ibn Hanbal a suivi Malik ibn Anas dans sa vision générale, même s'il a été beaucoup plus rigoriste. Et après Ibn Hanbal, il y a eu Mohamed Abdel Wahhab, qui reste dans la conception générale ou la position épistémologique la même, mais avec plus de rigorisme également. Mais là, le malikisme, donc, au Maghreb, a beaucoup de responsabilités. Donc, la position des Maghrébins par rapport à la religion, donc ça a été une position plutôt marquée par le salafisme, le conservatisme et le fondamentalisme, et aussi par rapport à leurs origines, à leur être, car le malikisme, en faisant de Médine un modèle de société, a en quelque sorte présenté les Arabes de Médine comme un peuple qui est plutôt plus honorable que les autres. Et les Berbères, pour accéder à cet honneur, beaucoup ont essayé de prétendre avoir des origines arabes. Alors, en fait, nous avons bien fait de parler de ça, parce qu'en fait, on parlait d'un sujet, la laïcité à part et l'égalité femmes-hommes à part, etc., ne semble pas cohérent. En fait, nous avons fait exprès de parler, de faire cet effort historiologique. Et en fait, tout est absolument lié. Tout est absolument lié. Et il faut faire cet effort. Il faut faire cet effort intellectuel, en fait, et j'encourage tout le monde à le faire. C'est ce qui permet d'avoir du recul, de comprendre un certain nombre de choses qui se passent actuellement, mais qui sont liées directement à ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles. J'aimerais revenir à notre sujet égalité femmes-hommes, en parlant de l'injustice, parce que c'est quand même un sujet qui me tient vraiment à cœur, et je sais que vous aussi, parce que vous avez consacré plusieurs œuvres. Vous avez consacré des œuvres à la violence en général, mais ici, j'aimerais que nous puissions parler de la violence contre les femmes. C'est un sujet qui est d'actualité, malheureusement, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Bojbadji-Martal, où des femmes ont été violées, agressées, etc. Donc, et n'en parlons même pas des femmes qui n'ont pas le droit de parler, qui ne veulent pas parler, pour préserver, on va dire, la réputation, etc. Donc, c'est tout un ensemble. J'aimerais que nous puissions parler de la violence et clore. On ne pourra jamais clore ce genre de sujet, mais et finir, en tout cas, par parler de la force de la loi. Donc, voilà. Un petit mot sur la violence, même si c'est un sujet quand même assez conséquent. Pardon. Je vous en prie. La violence à l'égard des femmes dans notre société s'explique par le fait déjà que nous sommes une société violente et que les femmes elles-mêmes sont violentes. Elles sont violentes, elles ont un comportement violent vis-à-vis de leurs enfants, mais aussi de leur mari quand elles peuvent l'être. Nous sommes dans une société qui a une conception de la relation avec l'autre qui est toujours fondée sur dominant-dominé. Soit je domine, soit on me domine. Mais la conception d'une relation où deux êtres humains vivent ensemble sans que l'un ne domine l'autre est, je dirais, très rare.
Donc, même les femmes, elles ont cette conception de la relation avec l'autre. Donc, et comme c'est l'homme qui est le plus fort, d'une part, et comme c'est l'homme qui a la loi avec lui, comme c'est l'homme qui a la religion avec lui, comme c'est l'homme qui a toute l'histoire que vous venez de dire du patriarcat avec lui, donc c'est lui qui domine et celui qui exerce sa domination en utilisant la violence. Et maintenant, comment on peut expliquer cette violence des hommes à l'égard des femmes? On peut l'expliquer par plusieurs raisons. La première, c'est l'éducation. Donc, on apprend à l'homme que la femme doit lui obéir, que la femme doit se taire devant lui, et alors que les femmes aujourd'hui ont acquis aussi une certaine liberté et elles ne veulent pas toutes se taire. Et quand l'homme, sa femme ne veut pas se taire, et elle a le droit de ne pas se taire, parce qu'elle a le droit à la parole également, eh bien, pour lui, toute sa valeur autant qu'homme, il la construit sur cette domination. Donc, il a l'impression qu'il a perdu toute sa valeur autant qu'homme dès lors que la femme ne lui obéit pas. Or, la relation ne doit pas, je répète, être fondée sur dominant-dominé, un qui obéit et l'autre qui donne des ordres. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point est évidemment la religion. La religion, on revient dessus. Évidemment, la religion, nous sommes une société qui est pétrie dans la religion. Donc, il y a la religion et dans la religion, il y a un verset coranique qui dit que l'homme a le droit de frapper sa femme si celle-ci lui désobéit. Certains disent non, ce verset, le terme frapper ne veut pas dire frapper. Même s'il ne veut pas dire frapper, il y a le terme obéissance. Si l'homme voit que la femme ne lui obéit pas. Donc, cette conception de la relation de la femme qui doit obéir à l'homme est inscrite aussi dans les textes religieux. Elle est inscrite dans les textes religieux parce que eux sont inscrits dans la culture du 7e siècle. Mais si on revient à d'autres textes religieux que j'ai cités tout à l'heure, quand on honore l'être humain, on ne peut pas lui demander d'obéir. On ne peut pas demander à l'un d'obéir à l'autre s'ils sont honorés de la même manière. Donc là, on a aussi deux versets qui s'opposent. Et si les premiers ont choisi le premier où la femme doit obéir à l'homme, nous aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, doivent faire un autre travail pour plutôt choisir celui qui dit que l'homme et la femme sont honorés de la même manière. Et s'ils sont honorés de la même manière, ni la femme doit obéir à l'homme, ni l'homme doit obéir à la femme. Nous ne sommes plus dans une conception de la relation qui est fondée sur l'obéissance. On est des êtres humains, on discute ensemble, on vit ensemble, on se respecte ensemble, on n'est pas dans une relation de dominé-dominant, dominant-dominé. Mais la culture algérienne, si je reviens à la culture algérienne, l'obéissance est une valeur morale. C'est une valeur morale, l'obéissance. Alors que l'obéissance s'oppose à la liberté. C'est pour cela qu'on a un problème avec la liberté. Parce qu'on a toute une morale qui est fondée sur l'obéissance. L'obéissance de la femme à l'homme, pour l'homme, l'obéissance du peuple par rapport à l'État, l'obéissance de l'enfant par rapport à l'adulte. Donc, on est dans cette relation de l'obéissance qui va à l'encontre de la liberté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, oui, vous avez répondu, mais j'aimerais aussi faire le lien avec l'intelligence. Vous avez cité Kant, la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Donc voilà, il appartiendra bien évidemment à tout le monde d'acquérir cette intelligence-là pour faire la différence entre domination, obéissance et liberté, humanisme, etc. Donc vous avez insisté sur l'intelligence dans vos œuvres et personnellement,
des fois, j'aime bien dire que la femme algérienne est belle et libre et rebelle, et etc. On peut dire un certain nombre de choses sur la femme algérienne, qu'elle n'a pas besoin n'a besoin de personne pour être ce qu'elle est, hein, ça veut dire libre, mais malheureusement, la femme algérienne se fait rattraper par cette chape de plomb au niveau du code de la famille, et parmi d'autres. Hein. Je ne parle pas du patriarcat, du poids de la société, de l'éducation, de l'école, etc. Mais je parle vraiment de cette volonté politique et de la chape de plomb, on va dire, qui est légalisée. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les solutions qu'on peut envisager? Est-ce que vous pensez que une volonté politique suffirait? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se faire si elle s'applique, s'il y a une nouvelle loi qui libère la femme, entre guillemets, est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou pas? Quel est votre message positif sur ce Je pense qu'une volonté politique est nécessaire, quelle que soit la situation. S'il n'y a pas une volonté politique, ça sera toujours difficile de changer les choses. Et abolir le code de la famille ne va pas libérer la femme seulement. Cela va libérer également l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que celui qui n'a pas atteint sa maturité qui acceptera aujourd'hui que la femme soit inférieure et que lui, il se considère comme supérieur. Donc, la maturité de l'homme est une condition nécessaire également pour aller vers cette abrogation du code de la famille. Aujourd'hui, en Algérie, quand les femmes réclament l'abrogation du code de la famille, les hommes considèrent que c'est le combat des femmes. oui, Ce oui. n'est pas le combat des femmes, c'est le combat de la société. C'est le combat de la société, ce n'est pas le combat des femmes. Et comme je l'ai souvent dit, un homme à qui on donne 2 parts de gâteau et on donne à sa voisine une seule part, s'il accepte, c'est qu'il a un problème moral, c'est lui-même qui pose problème. Donc, les hommes doivent être les premiers à dire aussi, nous, on n'accepte plus que la femme avec qui nous vivons, avec qui nous partageons notre vie, soit considérée comme un être inférieur. Très bien. Et maintenant, la solution, c'est il faut une décision politique, mais la décision politique doit commencer par œuvrer dans le domaine de l'éducation. L'éducation dans son sens général, l'école, les médias, voilà. Donc les médias aussi contribuent à l'éducation de la société. Donc aujourd'hui, on ne voit pas cette volonté politique, au contraire, moi je me sens plutôt inquiète par ce qui se passe, étant donné qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui militent pour que le code de la famille ne soit pas abrogé. Au nom de la religion, au nom des traditions, au nom de la femme qui doit obéir pour être exemplaire, alors qu'on n'est plus dans une relation d'esclave, maître-esclave. Hein. On est dans une relation de 2 êtres humains qui vivent ensemble et qui se respectent de la même manière. Je crois que beaucoup ne connaissent pas cette comment dirais-je, cette situation où on vit avec l'autre juste parce qu'on est tous les deux des êtres humains égaux sans qu'il y ait l'un qui domine l'autre. Et je terminerai tout simplement avec un point important parce que dans mon livre La nécessaire réconciliation, j'ai beaucoup parlé de la moralisation de la violence car je me suis intéressée à la violence dans la société algérienne. Et c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 2013. Et je voulais savoir pourquoi la société algérienne était aussi violente, pourquoi la violence se généralisait. Et quand on pose la question de la violence, le concept de la banalisation de la violence que Hannah Arendt a forgé après la Deuxième Guerre mondiale est incontournable. Donc, évidemment, j'ai pensé à ce concept de la banalisation de la violence et j'ai essayé de comparer
un petit peu cette violence qui se généralise dans notre société avec ce concept de la banalisation de la violence. Finalement, banaliser la violence signifie quoi? Il signifie tout simplement que la violence n'est ni bien ni mal. Elle est tout simplement banale. Autrement dit, quand vous êtes violent ou vous n'êtes pas violent, c'est pareil. Si vous êtes violent, ce n'est ni bien ni mal. C'est tout simplement un acte ordinaire, un acte banal. Or, quand on observe la société algérienne, et beaucoup, pas seulement la société algérienne, mais bon, je parle de la société algérienne parce que j'ai quand même pris cette société comme un exemple pour approfondir ma réflexion. Et quand donc on pense, quand on analyse, quand on observe et on écoute ce que les Algériens disent au sujet de la violence, on déduit qu'ils ne sont pas dans une banalisation de la violence, mais dans une moralisation de la violence. Autrement dit, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, et généralement, on les entend dire, moi, la violence, c'est avec la violence que je peux m'imposer, c'est grâce à la violence que les gens me respectent, c'est grâce à la violence que j'arrive à imposer mes idées, à imposer ma volonté, même au sein de la maison. Donc, même l'homme qui violente sa femme, il pense que cette violence lui permet d'exister autant qu'homme. Donc, la violence n'est pas vue comme quelque chose de banal, mais quelque chose un moyen moral plutôt, un bien, et même un suprême bien, parce que c'est elle qui permet, comme je viens de le dire, d'exister, d'être écoutée, d'être respectée. Cette moralisation de la violence, j'ai fait évidemment toute analyse pour voir un petit peu d'où elle vient, mais je pense que pour sortir de cette moralisation de la violence, un travail d'éducation est très important, dans lequel la violence, on doit remettre à la violence son caractère naturel, l'immoralité. Autrement dit, présenter à nos enfants la violence comme quelque chose d'immoral, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, elle reste quelque chose d'immoral. Et quand c'est immoral, il ne faut pas s'y approcher, donc il faut s'éloigner de ce qui est immoral. Donc un travail dans le domaine de l'éducation est très important. C'est pour cela que j'ai évoqué Kant dans mon livre qui fait la différence entre l'éducation et l'instruction. Donc à l'école, on apprend à lire, à écrire, mais on n'éduque pas réellement l'être humain pour qu'il s'élève à ce niveau de l'être humain dont je viens de parler. C'est lui qui considère que la violence est immorale, quelle que soit la situation, et c'est lui qui considère que l'être humain, qu'il peut vivre avec un être humain et qu'il doit vivre avec un être humain au même niveau que l'autre, sans qu'il y ait l'un qui domine l'autre. Doit-on parler de l'impunité à la Adnan? C'est encore un autre sujet, l'impunité de la violence en Algérie au minimum. J'ai pris un extrait de votre livre que j'aimerais lire à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent, justement par rapport à exactement ce que vous venez de dire. Donc, je lis, je vous cite, par rapport, enfin, c'est un extrait de la moralisation de la violence. Donc, je mettrai le lien qui va s'afficher à l'écran. Je vous cite. Éduquer, c'est inculquer aux hommes et aux femmes les valeurs qui leur permettent de vivre paisiblement en société. Considérer que la violence est immorale, quelle que soit la situation, est l'une des plus importantes. Et après, la deuxième partie, elle est que j'ai surligné en jaune. Cependant, il est plus souhaitable pour la société d'éviter que ces individus se trouvent dans ces situations qui font qu'ils ne voient que la violence comme moyen pour faire valoir leurs droits. Et je ferme la citation. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour vos travaux par rapport à la violence. Nous avons parlé de la femme. La femme, elle subit une violence de toutes sortes, toute nature, violence physique, morale, légalisée en plus, avec l'impunité. Donc voilà. C'est un sujet qui est dur,
mais j'aimerais qu'on est-ce qu'on peut le terminer par une, je ne vais pas dire une note positive, mais un conseil peut-être de lecture, Razika Adnani, à tous ceux qui nous écoutent, bien visionner, bien évidemment, vous allez sur votre site, hein, il y a tellement, c'est une banque d'informations, moi je n'ai pas encore fini de tout lire. Qu'est-ce que vous pouvez nous, conseil, on va dire, pour la jeunesse, comme on dit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour finir sur une belle note? Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas que la femme qui subit la violence. L'homme aussi subit la violence et l'enfant aussi subit la violence. Dans notre société, il n'y a pas que la femme qui subit la violence. Les hommes, ils ne sont pas tous au même niveau par rapport à la force physique, hein, ni la force sociale. Et donc, quand on est un peu faible, même quand on est un homme un peu faible, on subit aussi la violence. Et c'est pour cela qu'il faut une éducation réelle pour que et l'homme et la femme ne vivent plus cette violence ou ce qui les pousse aussi à être violents. Razika Adnani, merci énormément déjà pour tous vos travaux, pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et pour les trois parties qu'on a évoquées, donc sur la réforme de l'islam, la laïcité, égalité femmes-hommes, et on a abordé le sujet de la violence. Merci beaucoup encore. Nous allons afficher le site, votre site razika-adnani.com et toutes vos références par rapport aux vidéos que vous avez faites. Merci encore au nom de tous les téléspectateurs, tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et j'espère à très bientôt pour d'autres sujets aussi possibles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Une note positive, je pense que je pense que beaucoup d'Algériens veulent que les choses changent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais en même temps, non, je pourrais, j'ai